Qu'est-ce que la conscience? C'est vrai, c'est une question sérieuse. La conscience, qu'est-ce que c'est? Vous comprendrez à travers cette vidéo, cette capsule, pourquoi j'ai initié la formation intitulée le code Atome. Parce que justement, lorsque vous intégrez cette formation, le code Atome, vous allez cerner et concerner ce qu'est la conscience sans jamais la définir. Le vrai problème que nous avons dans cette humanité, c'est de vouloir tout définir. Lorsque nous trouvons de l'eau, cela nous plaît de dire que oui, l'eau c'est un liquide, voilà. Et ensuite on définit ce que c'est qu'un liquide et on continue de définir. Et nous avons créé un dictionnaire pour ça. Ce que vous devrez savoir, c'est que le dictionnaire ne vous permet pas de connaître vraiment un mot. Le dictionnaire vous aide tout simplement à savoir comment utiliser ce mot. Mais la connaissance de ce mot transcende la forme même du mot et plonge dans l'idée qui est la nudité du mot, puisque le mot est le vêtement de l'idée. Et ensuite, cette idée-là, d'où est-ce qu'elle provient? Avec la formation, le code Atome, tous ceux qui sont dans cette formation finissent par comprendre réellement ce qu'est la conscience une fois qu'ils entrent dans sa dimension symbolique. Et à partir de là, on peut, sans la définir, la comprendre. Et on peut justement l'utiliser. L'erreur, selon l'éducation reçue, a toujours été de croire que pour qu'il y ait de la compréhension, qu'il y ait de la définition des mots. Et pourtant, la définition des mots ne nous a pas vraiment aidé à nous comprendre sur cette planète bleue. Nous avons défini les mots. Et ce qui est bizarre, le même mot, on le redéfinit encore et on lui donne un sens figuré et un sens propre. Et vous ne savez pas, il y a aussi un sens personnel. Et quand on entre dans le personnel, il y a un sens émotionnel, psychologique, psychique. En fait, on est devant une impasse. On continue toujours à définir le mot selon les circonstances que nous rencontrons. Et pourtant, la solution, c'est justement d'arrêter de définir le mot. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est l'élément le plus important qui ait jamais été donné. J'ai suivi un film intéressant de Star Trek. C'est un film que j'ai apprécié parce que j'ai comme l'impression que ce film a commencé à expliquer ce que j'ai toujours dit depuis plusieurs années, à savoir que on ne peut pas accéder à la vérité via le raisonnement et la logique. Il y a donc cette partie de Star Trek qui m'a vraiment intéressé. Dans cette partie, dans ce film, je vais l'appeler commandant Vulcain Spock, qui est un élément stratégique donc de ce film, eh bien, vous savez, c'est une personne, tout comme toutes les personnes de la planète Vulcain,
ce sont des gens qui utilisent énormément la logique et font abstraction des émotions. Pour ceux qui aiment ce genre de film, je vous fais juste un petit mémo. Et dans ce que j'ai suivi dans cette séquence, voilà Spock qui a vieilli complètement et qui vient donc du futur pour rencontrer le Spock jeune. Et le Spock jeune lui explique, lui dit que le comportement du commandant Kirk ne correspondait pas du tout à la logique et au raisonnement. Et donc, on assiste à un échange entre Spock et Spock. C'est très important parce que lorsque vous échangez de vous à vous, c'est ce qu'on appelle un phénomène de la conscience et donc de la transcendance. Et donc voilà Spock venu du futur qui discute avec Spock, disons, du présent et qui lui dit tout simplement ceci. Il ne s'agit pas de voir si c'est logique ou si ça suit un raisonnement. Il faut laisser tomber la logique et le raisonnement et faire tout simplement ce qui est juste à faire. Cette phrase m'a impressionné parce que toute notre civilisation actuelle est ou semble basée sur la logique, le raisonnement, et on fait abstraction de la vérité parce que pour nous, il n'y a que la logique qui mène à la vérité. Et pourtant, si jusqu'à aujourd'hui, on ne se comprend pas sur cette petite planète Terre, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à trouver la vérité en utilisant justement la logique et le raisonnement. Et à un moment donné, il faudra que nous arrêtions cela. C'est d'ailleurs pourquoi non seulement Spock est un élément stratégique de Star Trek, mais également son origine même, où il est à la fois vulcain et donc humain, lui permet d'être un individu médian entre deux humanités. Une humanité jugée un peu trop émotionnelle et une humanité jugée un peu trop logique. Et donc cette combinaison va permettre justement à deux principes, à savoir le néocortex et le cerveau limbique, de se mettre en mouvement en adéquation et d'admettre leur incapacité à aller plus loin et à reconnaître tout simplement un quatrième cerveau ou tout simplement un autre niveau de compréhension qui ne nécessite pas forcément la logique et qui permet de faire tout simplement ce qui est juste à faire. Et donc, en ce moment, il s'agit de parler de la conscience. Vous voyez? Et cette conscience, même si elle n'a pas une logique ou elle n'a pas un raisonnement, elle peut parfaitement faire ce qui est juste à faire. Et des fois, la logique et le raisonnement perturbent même l'activité innocente de la conscience. Ce que nous remarquons chez un enfant qui n'a pas encore développé un système réellement logique et un raisonnement pointu, et bien cet enfant, des fois, il nous surprend en faisant juste ce qu'il y a à faire, non pas par émotion, non pas par logique, non pas par instinct de survie, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui transcende tout ça et qui répond à cette dynamique de faire ce qui est juste à faire. Et ça, c'est le pouvoir de la conscience qui nous montre qu'elle transcende, elle, la conscience transcende toute chose. Et donc, si vous suivez le code Atum, cette formation, vous allez comprendre ce qu'est la conscience et vous allez utiliser le pouvoir de la conscience pour mener une existence plus heureuse. Car le bonheur existe ou préexiste déjà à l'intérieur même de votre propre conscience. Et lorsque vous allez également connaître le principe qui dit que la conscience possède le pouvoir de s'illusionner elle-même, vous saurez détenir ce que j'appelle la souveraineté de conscience pour décider de ce que c'est que le choix et faire le choix qui correspond vraiment à l'innocence de la conscience. Sinon, pour le moment,
Les gens, avec la logique, le raisonnement, les émotions et le principe de survie, liés donc au cerveau reptilien, ont créé une fragmentation de la conscience et nous sommes maintenant dans la conscience confuse, dans la conscience sétienne, dans la conscience chaotique. Or, c'est justement cette forme de conscience chaotique, sétienne ou confuse qui gère le monde aujourd'hui et qui vous gère. Et vous réfléchissez à partir de ce type de conscience. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au fond de la conscience préexiste le fonctionnement même du dharma. Et que lorsque le dharma n'est pas pris en considération dans la vie de l'individu, eh bien cela engendre le karma. Et qu'une simple conscience, un simple mouvement de la conscience peut justement engendrer, n'est-ce pas, le karma. Lorsque la conscience sort de son état de conscience unifiée et entre dans ce que j'appelle la conscience chaotique, en ce moment, eh bien, on passe du dharma au karma et la conscience seule suffit pour créer du karma. Cela veut dire que le simple fait d'être conscient d'un événement qui en fait est un événement catastrophique ou voulu ainsi ou intentionnellement, je me crée ainsi à l'intérieur de ma conscience, je me crée du karma. Par contre, si j'utilise ma conscience de façon dharmique, en sachant que je fais juste ce qui est juste à faire, eh bien, je suis dans le dharma, dans ce que j'appelle la conscience unifiée, qui comprend l'interaction universelle. Alors, vous allez me demander, oui, on comprend lorsque vous parlez tout cela. Mais comment cela se met en place concrètement? Alors, la première étape de ce processus, c'est d'abord, justement, comme je l'ai mentionné, d'aller suivre une formation comme le Codatum. Car, justement, même si vous faites l'étude spirituelle, même si vous allez au boulot, même si vous voulez aimer une femme ou aimer un homme, discuter avec des amis, agir dans le monde et utiliser vos activités quotidiennes et faire ce que vous avez toujours fait, eh bien, vous ne pouvez rien faire de tout ça sans la conscience. C'est déjà une bonne motivation de savoir que vous ne pouvez pas vous passer de la conscience pour faire quoi que ce soit dans le monde de l'existence. Et donc, vous avez besoin de cette formation pour pouvoir comprendre ce qu'est la conscience, parce que si même vous faites de la spiritualité et vous utilisez mal la conscience, eh bien, vous allez travailler contre vous-même. Et généralement, c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes travaillent contre elles-mêmes sans s'en rendre compte, parce que ce sont des gens qui travaillent spirituellement pour atteindre un objectif, mais qui justement n'utilisent pas leur conscience quotidienne dans la même perspective, et il se crée alors un conflit interne. L'élément le plus dangereux, c'est que lorsque les différentes personnalités que j'appelle les sous-consciences, qui ont évolué tout au long de l'enfance jusqu'à l'âge où vous m'entendez, lorsque ces différentes personnalités qui sont dotées de leur conscience propre, virtuelle, vont commencer à interagir au sein de votre conscience, eh bien cela peut perturber l'océan de votre conscience. C'est la raison pour laquelle il faut demeurer dans la conscience. La question la plus simple que vous devez vous poser tous les jours, à chaque seconde, pour que cela devienne une habitude pour vous, c'est: où est ma conscience? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler, c'est comme lorsque vous avez un enfant à surveiller et vous vaquez à votre occupation. Peut-être vous êtes maître de maison et bon, si vous voulez, hein, vous utilisez, vous travaillez disons dans une école et vous êtes appelé à surveiller les enfants. Donc, logiquement, vous faites attention aux enfants. Et lorsque, à un moment donné, il y a un enfant ou deux enfants qui disparaissent, vous dites, mais où est-ce qu'ils sont? Et vous commencez donc à les remettre à l'ordre, à les ramener à l'ordre. Ok, c'est la même chose qu'on fait avec la conscience. La conscience, justement, est comme un enfant ou une enfant. Et souvent, il faut juste se poser la question pour la ramener à l'ordre. Où est ma conscience? Vous êtes tellement en train de travailler que, à un moment donné, vous êtes absorbé par le travail. Prenez juste une inspiration et dites: où est ma conscience? Vous allez voir tout de suite que vous revenez à votre conscience. C'est une technique intéressante. Lorsque vous êtes en train de
vous fâcher. Je donne un exemple comme ça, hein, je dis n'importe quoi. Lorsque des choses fulminent en vous, lorsque vous avez envie de faire certaines choses qui sont plaisantes ou pas plaisantes du tout, on va prendre les deux cas, à un moment donné, revenez à vous, posez-vous la question, où est ma conscience? Vous voyez, pas seulement dans les événements tragiques, mais également dans les événements heureux. Le fait de prendre l'habitude de se poser la question, où est ma conscience? Où est ma conscience? Où est ma conscience? Eh bien, cela vous ramène dans le présent pour que vous soyez conscient de votre conscience. C'est un élément très important. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que les gens sortent de la conscience et les gens créent une illusion. Les gens tombent dans les pensées, c'est-à-dire dans ce que j'appelle les fragmentations de la conscience. Et à partir du moment où vous tombez dans les fragmentations de la conscience, dans les résidus de la conscience et dans les débris de la conscience, dans les déchets de la conscience, eh bien, à un moment donné, vous êtes éloigné de la conscience. Il y a un danger à être éloigné de la conscience. Parce que lorsque vous manquez d'être conscient, eh bien, vous êtes inconscient. Et quand vous êtes inconscient, c'est tout à fait logique que vous attiriez tout de suite tout ce qui est automatisme. Il faut bien comprendre ce que je dis. Lorsque vous devenez inconscient, vous attirez les automatismes. Car les automatismes sont déjà des éléments inconscients. Et de par la loi d'abstraction et d'affinité, qui est en fait une loi magie naturelle, eh bien, vous attirez des automatismes. Ce qu'on appelle un automatisme, c'est une entité, par exemple. Une entité, c'est une énergie qui possède sa propre récurrence et qui est devenue automatique. Une récurrence, c'est une forme de répétition cyclique, comme le perpétuum mobile, cet instrument mécanique qui qui répète la même chose tout le temps, donc on appelle ça un mécanisme. Et à partir du moment où une énergie devient mécanique, une énergie devient autonome et mécanique, et donc c'est une énergie inconsciente. Nous appelons souvent ça des entités. Et généralement, c'est notre inconscience qui active ces entités parce que ce niveau d'automatisme, qui est donc notre inconscience, eh bien, va interagir avec l'automatisme des entités qui possèdent déjà une réaction, disons, excusez-moi le mot, automatique ou robotique. Et donc, quand vous êtes inconscient, vous attirez tout de suite toutes les choses inconscientes. Et quand vous êtes inconscient, vous ne maîtrisez plus vos pensées. Ce sont vos pensées qui vous maîtrisent. Vous demeurez dans les résidus de pensée, dans les sous-personnalités de la conscience, dans les fragmentations, dans les débris, dans les déchets. Et en ce moment, vous ruminez. Et quand vous ruminez, vous ramenez des événements qui sont identiques à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Or, en étant conscient de la conscience, vous allumez le feu. Vous voyez, c'est très intéressant lorsque on sait poser les mots. Je dis bien, lorsque vous devenez conscient de votre conscience, vous allumez le feu. C'est comme Spock du futur qui a complètement vieilli, qui vient rencontrer Spock du présent. Cette rencontre, c'est allumer le feu, c'est-à-dire prendre conscience. À partir du moment où vous confrontez la conscience à elle-même, où est ma conscience, où est ma conscience, eh bien, vous devenez tout à fait conscient. Parce que justement, c'est la conscience que vous utilisez pour interpeller la conscience et donc vous décidez de faire une rencontre de la conscience à la conscience et donc de Spock à Spock pour réaliser tout simplement la présence et sortir de tout ce qui est logique, tout ce qui est détritus, tout ce qui est pensée automatique et entrer dans un dynamisme de la conscience. On appelle cela récupérer sa conscience. Ok, allons-y d'une autre manière. Il y a donc des raisons pour ça. Les raisons, c'est que nous sommes tous entourés de ce que j'appelle des micro-égrégores, c'est-à-dire des formes d'entités automatiques qui circulent partout. Vous allez par exemple dans les hôpitaux, et bien, il y a déjà des entités qui sont là. Ces entités sont là et cherchent simplement à se greffer à une conscience qui est en affinité avec eux ou avec elles. Lorsque vous allez dans une gare, vous imaginez une gare, il y a tellement de monde, et il y a donc tellement de pensées, il y a tellement de soucis, il y a tellement d'émotions. Et chacun vient et passe à la gare et dépose ses émotions.
Parce que vous voyez, c'est très important de comprendre ce mécanisme. Et donc, quand vous voulez prendre votre train, eh bien, ou votre métro, vous êtes obligé d'être à la gare. Et là où tout le monde a toujours attendu depuis, je vais dire, des générations. Et donc, là où tout le monde vient avec ses inquiétudes, avec ses problèmes avant d'entrer dans le métro, y compris également à l'intérieur du métro. Donc, en fait, si on peut caricaturer la chose, quand vous vous promenez, eh bien, vous vous promenez à travers une série pratiquement infinie de structures énergétiques ou d'entités automatiques correspondant à ce que j'appelle des larves ou des formes pensées, d'accord, si je veux être gentil, des formes pensées que des gens ont laissées, ce que j'appelle des débris de conscience que des gens ont laissés, disons à la gare, dans les hôpitaux, à des endroits où des choses tragiques se sont produites. Et donc quand vous passez, le problème n'est pas de passer à travers ces structures énergétiques. Je dis bien structure parce qu'à un moment donné, elles se sont structurées. Le vrai problème, c'est comment est-ce que vous passez dedans. C'est-à-dire, quel est l'état de conscience du moment au moment où vous passez dedans. Et donc, les gens s'étonnent que des choses leur arrivent, que certains malheurs qui ne leur étaient pas destinés leur arrivent. Et du coup, on pointe du doigt quelqu'un d'autre. Non, je ne dis pas de ne pas pointer du doigt quelqu'un d'autre, mais il peut y avoir également d'autres raisons. Parce que lorsque vous vous promenez dans le monde, vous circulez à des endroits donnés et que vous n'avez aucune protection de votre propre conscience et que vous sillonnez simplement ces endroits avec les mêmes inquiétudes et donc vous vous laissez greffer par d'autres inquiétudes similaires, vous imaginez que des gens qui viennent à la gare du métro ou tout autre endroit, ils viennent simplement avec des pensées de peur. Peut-être que la personne va être licenciée, la personne va être chassée de son boulot, ou la personne a des problèmes d'argent, ça dépend. Et vous, quand vous quittez chez vous à la maison, vous venez à la gare. Et vous avez un problème précis. C'est que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour soigner votre mère. Voilà votre inquiétude. Or, il circule déjà au niveau donc de cette gare-là plusieurs formes pensées. Comme par exemple, je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et plusieurs personnes ont laissé cela là. Sachez que toutes les formes pensées qui se ressemblent finissent donc par former une forme de matrice artificielle. Et donc, vous arrivez à la gare et vous commencez à ruminer cette pensée. Oui, un bon ruminant. Vous ruminez cette pensée-là. Est-ce que je peux avoir suffisamment d'argent pour soigner ma mère? Je n'en ai pas suffisamment. Et donc, quand vous laissez cette forme pensée prendre le contrôle de votre dimension inconsciente et fonctionner à votre insu, parce que vous y êtes inquiet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette forme pensée, pour pouvoir vous aider, va chercher des formes pensées similaires. En fait, la conscience cherchera toujours à vous aider, que ce soit dans un état inconscient ou conscient. Et donc, dans cet état inconscient, la conscience va chercher à vous aider. Et donc, va chercher à prendre d'autres énergies pour greffer cela à l'énergie que vous produisez aujourd'hui ou en ce moment dans votre inconscient, pour pouvoir en fait amplifier ce que vous êtes en train de ressentir inconsciemment. Du coup, eh bien, on vous dira l'expression la plus extraordinaire: un malheur ne vient jamais seul. Parce que lorsqu'un malheur va arriver, eh bien, il doit aller chercher de la compagnie et venir donc fêter chez vous. Il en est de même de ce qui est heureux. Un bonheur n'arrive jamais seul parce qu'un bonheur va toujours chercher de la compagnie et va venir également festoyer chez vous. Vous comprenez déjà un peu le mécanisme? Alors, ce qu'il faut faire, c'est justement de créer une protection avec votre conscience. Une protection consciente. Si vous ne créez pas cette protection consciente, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous marchez avec des gens, vous relationnez avec des gens, vous saluez des gens, vous allez dans les administrations, vous sillonnez dans des endroits où votre voiture passe, où il y a eu des morts, et donc vous ne savez pas à l'instant T quelle est l'énergie que votre inconscient a ramassée et qui, à un moment donné, va amplifier d'autres énergies identiques en vous, et vous allez commencer à en assumer les connaissances dans le monde physique. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit sur ce que c'est que la conscience fragmentée et la conscience unifiée,
si vous comprenez ce que j'appelle le karma et le dharma de la conscience, eh bien, vous avez tout compris. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer une protection. Non pas une protection temporaire, mais une protection permanente. Oui, elle existe, la protection permanente. Il s'agit simplement que vous sachiez quel est le modus operandi qui vous permet de créer cette protection permanente. Alors, souvent, lorsque vous voulez faire un rituel, vous tracez au sol un cercle. D'accord? Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Des fois, on en a besoin. Hein? Toutes mes excuses et merci. Alors, lorsque vous voulez faire un rituel, des fois, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tracez un cercle. Et donc, quand vous tracez le cercle, vous appelez cela un cercle de protection. Ok, c'est bien. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que en termes de perception, les figures géométriques n'ont pas la même forme dans les trois mondes. Dans le monde physique, quand vous tracez un cercle, vous obtenez un cercle. Donc, dans un plan donné. Vous l'avez au sol, dans un plan bien précis. Mais ce même cercle-là, si on le transposait dans le monde astral, il ne serait plus un cercle. Ce même cercle-là, si on le transpose dans le monde de l'esprit, et même déjà avant dans le monde mental, ce ne sera plus un cercle. Ce n'est pas possible. Parce que le monde physique est un monde qui souffre de myopie spirituelle où le tout est fragmenté jusqu'à une certaine perception. Et donc tout ce que vous tracez, eh bien, vous ne tracez qu'une petite portion de la chose, pas la chose dans sa complétude. Mais quand la chose est transportée dans le monde astral, elle possède d'autres configurations que le monde physique ne possède pas. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose qui est très simple. Lorsque vous voulez faire un rituel et que vous tracez un cercle au sol, en fait, dans le monde physique, c'est un cercle que vous avez tracé, mais dans le monde intérieur, vous n'avez pas tracé un cercle. Vous avez tracé une sphère. Est-ce que vous voyez? Vous avez tracé une sphère. La deuxième chose que vous faites souvent, c'est que vous vous dites, ok, j'ai fini mon rite ou mon rituel, je peux effacer le cercle. Et donc pour vous, votre mental va commencer à se dire, oui, quand je faisais le rituel, j'étais dans un cercle de protection. Maintenant, quand je finis le rituel, bon, j'ai enlevé le cercle de protection. Qu'est-ce que cela dit à votre conscience? Ça veut dire tout simplement que vous n'avez plus de protection. Vous voyez, il faut faire attention à cela. Donc, pour pallier à ce phénomène, vous devez conserver, même si vous effacez le cercle physique, vous devez conserver la sphère de protection de façon ad vitam aeternam. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que, avant même de tracer le cercle au sol, vous devez apprendre à tracer la sphère dans le monde intérieur. Très peu de gens savent non seulement comment le faire, mais également que c'est ce qui est juste à faire. Ce n'est pas le monde physique qui donne naissance aux choses. C'est le monde invisible qui crée les choses et le monde d'en bas n'est qu'un semblable du monde permanent. Donc le monde ici sera toujours un semblable, il ne sera pas la source. Et donc si vous voulez respecter le modus operandi de la création ou de la génération des choses, vous devez d'abord créer une sphère de protection dans le monde intérieur et ensuite créer un cercle dans le monde physique et les faire correspondre. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, la question sera justement de comment je fais pour créer une sphère de protection. Puisque l'avantage d'une sphère de protection que je crée avec ma propre conscience en suivant une procédure spirituelle bien précise, c'est que j'ai l'avantage de ne pas déconstruire cette sphère même après avoir fini mon rituel. Et l'autre avantage, c'est que je peux même ne jamais tracer de cercle au sol et pourtant créer ou activer à tout moment cette boule, si vous voulez, de protection ou cette sphère de protection. Oui. Ce qui veut dire également que je peux à un moment donné, justement,
conserver cette sphère de protection pendant que je vais prendre mon métro, ou que je suis au boulot, ou que je travaille, ou que je ne suis plus conscient à 100%, on n'arrive pas à l'être, ou je ne suis plus conscient quand je travaille, je suis absorbé par le travail, par le fait que le patron risque de me crier dessus, de me crier après, je dois rapidement rendre le travail. Et donc, en ce moment, je ne suis plus vraiment dans ma conscience. Même si, comme je viens de vous le dire, vous allez vous poser la question, où est ma conscience? Et là, vous revenez à vous. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, vous n'allez toujours pas être tout le temps conscient. Et donc, en ce moment, il faut que la sphère de protection prenne le relais. En fait, ce n'est pas que la sphère de protection va prendre le relais, puisque tel que vous l'aurez installé, la sphère de protection ne disparaîtra plus, elle sera en permanence là. Est-ce que vous voyez? Elle sera toujours là. Que vous soyez conscient ou que vous ne soyez pas conscient, elle assure votre protection parce que vous l'aurez décidé, vous l'aurez ainsi créé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de cette manière que vous pourrez vous protéger, que vous alliez chez un boconon, un féticheur, ou à l'église, ou dans des milieux où des gens vous invitent et que vous n'avez pas, c'est une façon de parler, vous n'avez pas vraiment le choix de dire non. Peut-être parce que vous êtes une personnalité, on dit d'aller rencontrer tel groupe social, eh bien, vous ne pouvez pas dire non, parce que si vous dites non, les gens ne comprendraient pas que, justement, vous représentez de l'énergie négative là-bas. On risque de vous faire des histoires pour ça. Et donc, vous êtes obligé d'y aller, mais vous irez en tant que sachant. Vous auriez pris toutes vos dispositions pour pouvoir vous assurer la protection spirituelle. Parce que justement, vous ne savez pas ce que les gens vont verser par terre, par exemple. Vous ne savez pas comment les gens qui vont vous saluer, ce qu'ils vont vous mettre dans la main, invisiblement parlant. Et donc, il faut comprendre que toutes les fois que vous fonctionnez avec deux mondes. Le monde intérieur et le monde extérieur. Et que ce monde intérieur, justement, vous pouvez en avoir le contrôle et la maîtrise. Et vous pouvez créer, justement, cette sphère de protection. Alors, vous qui êtes dans Sepuram, je viens vous donner cette bonne nouvelle. Je vais vous montrer dans la formation Sepuram le secret qui permet à chacun de créer sa propre sphère de protection. Aussi simplement. Et vous verrez que tout commence toujours par le point. Mais que les figures géométriques de la géométrie sacrée ne sont que des mouvements de la conscience du point. Et à un moment donné, une fois que vous comprenez ce qu'est le point, parce que vous aurez étudié le code atome ou pas, eh bien, vous saurez comment créer une sphère de protection ou comment consciemment activer cette sphère de protection. Et surtout, des fois, il ne sera pas nécessaire de refaire la pratique. Il vous suffira simplement de faire un mouvement ou de prononcer une parole et la sphère est toujours activée constamment. Donc, si vous êtes dans cette pure âme, eh bien, vous aurez la méthode qui vous permet de créer votre sphère de protection de façon permanente. Jusque-là, je vous retrouve la prochaine fois. Où est ma conscience? Allez, voilà, je l'ai trouvé. Merci.